Vous regardez la classe foot saison 3, l'actu foot revisité par la First Team, c'est chaque vendredi midi en direct sur le stream et puis ensuite en replay sur la chaîne YouTube First Team Multisport. Comme d'hab, vous connaissez la musique, émission spéciale, émission très spéciale aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on fait un point mercato. Alors voici le sommaire avec tout d'abord, ça sort du four, les dernières news en une touche, on en discute ensemble. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site d'Oh My Goal ? Eh bien, c'est l'évolution du poste de gardien de but. On va en parler ensemble. Dites-nous déjà dans les commentaires quel est le meilleur gardien du monde selon vous. La récréation, bien sûr, le grand débat de la First Team. Le mercato hivernal est là, mais est-ce qu'il faut supprimer le mercato hivernal ? On en parle avec les pires flops de ces dernières années. À vous aussi de nous dire ce qui, selon vous, est le pire flop des derniers mercatos d'hiver. Nassima vous a, comme d'hab, préparé et mis à contribution pour un coupable non coupable. Manu a encore bossé toute la nuit pour une chronique hyper épicée. Allez, rentrez tout de suite, c'est la classe foot. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. C'est parti pour la classe foot comme d'habitude avec la First Team Family. Un peu différente aujourd'hui, mais prenez place, allez-y au premier rang de cette classe. Car avec moi aujourd'hui, c'est une équipe resserrée, soudée. Et oui, faute de budget pendant le mercato, on n'a pas pu faire mieux. Mais par contre, on va se donner à fond. Et on salue tout de suite les habitants de Londres, les Londoniens, enfin, les First Teamiens londoniens qui étaient là-bas pour la NBA et le Global Game entre Washington et New York. Ils étaient bien accompagnés, les champions. Hein. On appelle ça les champions du monde. Ils sont trop beaux, franchement. Notamment bravo. Polo, qui est vraiment ravi d'être là. Cette équipe incroyable. Et qui maintient la mode du jean bleu parce que tout le monde est parti sur le jean noir. C'est vrai. C'est vrai. Dieu de la vieille, le Polo. Bravo Polo. Et nous, aujourd'hui, pour cette classe foot en plateau, on a le bonheur d'être accompagné de la fan numéro 1 de Marco Verratti, Nassima Driouech. Bonjour à tous, ça me fait trop plaisir de revenir. Vous imaginez pas à quel point vous m'avez La trop manqué. femme Et oui. numéro 1 et pas la fan. Oh, bravo, merci. Elle est là tous les Excellent. 15 jours, Un bien jour. sûr, donc c'est sa première en 2019. Également présent pour sa première en 2019 pour un petit problème professionnel, il y en a qui travaillent, il n'était pas là la semaine dernière, le directeur de la publication d'Oh My Goal, Maxime Orbet. Ouais, et comme on va parler mercato, on va se souvenir de ce que j'avais dit il y a un an. S'il y a une offre de 8 millions pour Ballo-Touré, je l'amène en camion en Allemagne. Et ben tu vois, j'en viens à regretter cette phrase-là parce qu'il a été vendu pour 14 millions et il va me manquer le faux des Ballo-Touré. Il va te manquer vraiment. Non, quand même pas. Et enfin, la voix de la FFF TV, vous le connaissez bien sûr, l'homme qui n'a pas de cerne malgré sa nuit folle, Emmanuel Moine. Ouais, grosse journée hier. Bon, j'ai essayé de mettre le pull d'Erwan pour avoir un petit peu d'esprit de la bête de Brest avec nous. La table est un petit peu grande, il y a beaucoup d'espace, mais on va essayer de l'occuper justement. Et on ne vous oublie pas, vous comme d'habitude, les commentaires sur Twitch, sur le stream, sur YouTube, sur Facebook. Vous êtes aujourd'hui le 4e chroniqueur tout simplement. Comme d'hab, vos questions, vos réponses et on en discute ensemble, on passe vos coucous. Et voilà, vous êtes avec nous comme d'hab. Le foot, ça se joue en une touche. Tout simplement, on démarre avec les en une touche. D'abord, avec le tour de table en une touche, les actus qui ont retenu l'attention des chroniqueurs, bien cette semaine, je vais leur en suggérer parce qu'on va parler mercato. Quelles sont les dernières infos transferts ? Et ils vont me dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Mais la première info transfert, elle nous vient de la First Team. Info transfert First Team. Vous avez vu la photo avec Olivier Giroud ? Eh bien, d'après la First Team, Olivier Giroud n'a pas été au FC Barcelone pour des raisons de temps de jeu. Lui a refusé l'offre du Barça. Il ne souhaitait pas être en pré-retraite car Suarez ne lâche pas une minute de jeu sauf blessure. Donc Giroud a fait ce choix-là. Est-ce que selon vous c'est une bonne ou mauvaise idée ? Aurait-il dû aller au Barça, Nassima ? Moi je trouve que c'est un bon choix de la part d'Olivier Giroud, assez intelligent parce que bon, pour dire non au FC Barcelone, il faut être quand même sacré level. Mais effectivement, ouais, si tu quittes ton club pour rejoindre un club effectivement de renommée, mais que tu perds du temps de jeu, est-ce que c'est dans ton avantage ou pas ? Je sais pas. Donc moi je trouve que c'est plutôt un bon choix de la part d'Olivier Giroud, même si ça peut être contesté. Moi je trouve qu'il fait un bon choix Olivier Giroud parce qu'il veut pas se retrouver dans la même situation dans laquelle il est actuellement. Parce qu'aujourd'hui à Chelsea, il est passé
numéro 3 dans la hiérarchie des attaquants parce que Déjà, ouais. Eden Hazard a été repositionné dans l'axe, c'est Morata le numéro 2 et Giroud essaie de grappiller du temps de jeu à droite à gauche. Moi je pense que Olivier Giroud doit être réaliste sur son état de forme actuel. Il est sur la fin de sa carrière. Ça ne veut pas dire qu'il est cuit, mais je pense qu'il devrait s'orienter sur un club peut-être un peu inférieur à Chelsea, au Barça, et un club qu'on dit de seconde zone. C'est pas forcément négatif, mais retrouver du temps de jeu en tout cas. Il est champion du monde, il faut qu'il joue, Olivier Giroud. Ça fait trop d'années qu'on le voit justement un peu trop moisir sur le banc. Moisir, c'est un mot peut-être un petit peu fort, mais en effet, on a envie de le voir jouer. Il faut aussi se rappeler de ce qu'a été la gestion des doublures de Suarez justement à Barcelone. Ces dernières années, on peut pas dire que les doublures ont énormément joué, et pourtant il y a eu des garçons de potentiel qui sont passés par le FC Barcelone à ce poste-là. C'est une très bonne chose qu'il ait refusé, moi je pense. Il y a Osef qui nous dit dans les commentaires, d'un côté, les offres du Barça, ça n'arrive pas 2 fois, donc c'est fini, ça n'arrivera plus. Vous pensez quand même, vous auriez été à sa place, vous n'auriez pas signé au Barça? Vous auriez refusé le Barça? Moi, j'aurais refusé déjà parce que je suis trop au-dessus du Barça déjà. Gros level, gros level. Non, mais plus sérieusement. Attends, tu joues pas plus à Chelsea, tu peux pas faire pire à Barcelone en fait, puisqu'ils ont pas de ouais, mais doublure. aller au Barça pour aller au Barça, moi j'ai toujours respecté de toute façon ces joueurs qui ont refusé des gros clubs parce que de toute façon ça leur apportera pas rien. Effectivement, tu auras le FC Barcelone dans ton histoire. Mais pour y aller, pour faire quoi? Si on te promet rien, si on te promet pas de temps de jeu, si... Ouais, donc moi je pense que c'est un choix réfléchi de sa part. Je pense qu'il est assez intelligent de toute façon pour dire non. Il y a un parfait exemple qui corrobore ce que tu dis, c'est Philippe Coutinho qui est parti au Barça carrément. en étant jeune, en étant à l'apogée de son talent, donc il est extrêmement fort et pourtant il joue pas énormément au Barça et aujourd'hui il est dans une situation de mal-être et on évoque même un départ. Et puis comme dit Nomad, regarde, demande à Dugarry ce que c'est de ne pas jouer au Barça ou à DU ou encore à Malcolm. C'est vrai que Giroud étant plus proche de la fin que du début, là, il faut vraiment qu'il prenne du plaisir aussi sur les terrains. Et il y a un message de JF Ferdinand 95 pour Erwan Abotret. Giroud doit être le grand attaquant de l'OM. Est-ce que Erwan est d'accord? Je pense, parce qu'il en a demandé plein à Noël des grands attaquants, des grands Erwan, il doit être en dépression actuellement. On te salue, Erwan. On poursuit donc ces news en une touche mercato avec justement l'OM, Balotelli qui est vraiment en arrivée, en partance de Nice pour l'Olympique de Marseille contre 0 € mais un beau salaire. Est-ce que, selon vous, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Un petit point info déjà, de par les échos qu'on peut avoir du côté de Marseille, il n'y a quand même pas unanimité autour du cas Balotelli. Pour être très clair, j'allais dire Jean-Marc Ayrault, Jacques-Henri Ayrault a vraiment envie de le faire, je pense pour éteindre un petit peu le feu aussi qui est en train de couver du côté de l'OM. Zubizarreta lui serait pas tout à fait pour, notamment dans le cadre de la gestion du groupe, la gestion des égos, la gestion des salaires aussi. Et il y a quand même un problème, c'est l'argent. Le premier problème, on le sait, c'est que en fait, si vous voulez, les joueurs qui viennent jouer en France, qui prennent un premier contrat en France, l'avantage fiscal. bon, voilà, 35% je crois d'exonération fiscale. Ce ne sera pas le cas s'il signe un deuxième contrat à Marseille. Et donc Marseille essaye de partir sur un prêt payant, mais pas sûr que ça arrange. Après, l'idée, c'est que Mitroglou, Germain, il y en a qui vont bouger. Peut-être Clinton NG aussi. Donc ça va libérer de l'argent. En tout cas, ouais, s'il y a Balotelli qui vient, il y aura un des deux attaquants centraux qui partira. La réalité, c'est que, comme tu l'as dit, la direction de l'OM pense que faire venir Balotelli, ça va apaiser les supporters marseillais. Exactement. Mais c'est tout autre. Les Marseillais, là, on en compte la direction, on en compte Zubizarreta et on en compte surtout contre Rudy Garcia. Donc, ok, Balotelli, ça peut être bien parce qu'ils ont besoin d'attaquants, mais il faut faire beaucoup plus un travail de fond il faut tout changer, quoi. Exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Le problème à Marseille, malheureusement, il est plus sur le terrain. Il est vraiment plus sur le terrain. Vous avez un coach qui regarde chaque match avec les yeux fermés. Je suis désolée, mais les déclarations de Rudy Garcia d'après match, on a envie de se prendre la tête et de Donc avec la même équipe, avec un autre entraîneur, tu feras mieux. C'est ça que vous nous dire en fait. Je dis pas que ça change. Je dis que déjà, ton équipe repart sur de bonnes bases avec un entraîneur peut-être qui vont plus respecter, qui vont plus. Là, il y a vraiment une vraie césure entre les joueurs, le coach et la direction et les supporters. Manu, il y a Authentic McFly qui nous dit que Balotelli, il est fini. Il n'a jamais su s'imposer nulle part. Est-ce que, moi j'ai discuté aussi avec pas mal de Marseillais cette semaine qui me disent « Attends, mais ça va marcher 3 mois et dans 6 mois, il va nous refoutre la merde. » Donc Balotelli, il y en a beaucoup qui sont désormais hyper dubitatifs. Et c'est normal parce qu'en fait, il y a ce fameux reportage Mister Vieira fait par Canal+, où on voit Balotelli dans une attitude absolument minable. Et je peux comprendre qu'à Marseille, on puisse penser ça. Maintenant, Balotelli, il faut aussi partir du principe que... Qu'est-ce que tu pointes du doigt en minable C'est son attitude, quoi, de sortir, son attitude générale, son implication, le
rôle que devrait avoir ce garçon-là avec l'expérience l'expérience et les choses qu'il a connues bien Et sûr son en vécu, football ouais. et son âge, bien évidemment. Et c'est vrai qu'on garde cette photographie-là qui arrive à l'instant T dans un club où il ne veut plus jouer, dont il voulait partir. Donc je tirerai pas de conclusion là-dessus. Balotelli peut te faire une deuxième partie de saison extraordinaire à Marseille. Je dis pas que la greffe est assurée, mais je dis pas que le Comme ça peut fiasco être un est immense sûr. flop. Voilà. Et le C'est flop, qui tout double avec franchement, ce on garçon-là. l'attend, mais on le sent. Je sais pas pourquoi. Mouillez-vous, C'est là, horrible. petit tour de table juste pour me Moi, dire je pense qu'il peut te si rendre de Balotelli gros arrive à l'OM. services sur la deuxième moitié de saison. Ça, j'en reste persuadé. Et moi, j'y crois pas. Parce que pour moi, le Balotelli, ce sera pas la solution à l'OM. Donc pour moi, il y a un vrai problème. Moi, je pense que la crise est tellement profonde à l'OM qu'honnêtement, que ce soit Balotelli ou un autre, ça changera pas Ça, grand-chose. c'est sûr. Je suis Donc assez ça d'accord. peut pas faire de mal, à vrai dire. Moi, je crois qu'il peut ramener du monde au stade. Maintenant, avec ou sans Rudy Garcia, je pense que Balotelli peut faire sans Rudy Garcia aussi de belles choses. C'est un homme de grand club pour moi. Et je considère l'OM là-dedans, donc surtout avec une ambiance qui peut être folle à l'Orange Vélodrome. On poursuit les transferts avec de l'autre côté de la France, Paris. Paris, là aussi, ça bruise parce qu'il faut absolument ce ou ces milieux de terrain. Alors, selon vous, je ne vais pas vous dire bonne ou mauvaise idée, mais plutôt Weigl, l'Allemand de 23 ans du Borussia Dortmund, ou Idrissa Gueye, le Sénégalais d'Everton. Où va votre préférence? Et pensez-vous possible de faire les deux? Bah déjà, tu as deux profils totalement différents. Je me permets de prendre la parole. Vas-y. Tu as deux profils assez différents. Tu en as un qui est quand même plus expérimenté, Idrissa Gueye, qui a quand même 29 ans, qui est international sénégalais. Et tu en as un autre qui a 23 ans, qui est plutôt jeune, mais qui a l'avantage d'être bien connu par Thomas Tuchel, qui a été sous ses ordres de 2015 à 2017. Donc ils se connaissent déjà. Thomas Tuchel le connaît déjà, donc va pouvoir mieux le guider et mieux le greffer à ce groupe qui existe déjà. Et il y a aussi l'histoire du prix. Weigl, on parle de 25 millions d'euros et apparemment Dortmund aurait ouvert les portes. Et de Parce l'autre qu'il a une côté, cheville derrière l'oreille aussi. ouais, il a une s'est cheville jamais derrière remis de sa l'oreille. grosse blessure. Ouais, mais bon, je pense que de toute façon, il y a besoin d'un milieu de terrain. Effectivement, s'il arrive blessé et qu'il apporte rien, on peut toujours spéculer, mais avoir l'autre Idrissa Gueye, c'est 50 millions en fonction ont de pas l'argent, s'ils ils arrivent ont à pas avoir l'argent. Doucouré. Ça, c'est un autre délire. Donc, bon, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Si le PSG a les finances pour faire Idrissa Gueye, il faut faire Idrissa Gueye. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut pas se permettre, le PSG peut pas se permettre de prendre un risque, de faire venir un mec qui déjà sort d'une saison où il a été blessé, Ouais. qui n'est plus titulaire indiscutable et qui n'a que 23 ans, alors qu'on va recruter un 6 pour faire face aux grosses échéances qui arrivent. Idrissa Gueye, c'est une valeur sûre en première ligue. Il a déjà montré en Ligue 1 à l'époque avec le LOSC que c'était un très bon joueur. Il va arriver, certes, peut-être très cher, mais en tout cas, avec ce qui manque au PSG, un 6 qui va ratisser, il va faire Mais un bien 50 énorme. millions, tu es Tu obligé dis une valeur sûre en Ligue 1. Le problème, c'est ça, c'est mettre 50 millions sur une valeur sûre en Ligue 1. En première ligue. Moi, si tu veux, le truc, c'est que on est sur un marché. Alors, on a tendance à dire qu'on est sur un marché d'ajustement. On verra si ce terme vaut encore pour les années à venir. Mais tu peux pas te permettre de mettre 50 millions sur un 6 juste pour faire un peu d'ajustement dans ta saison. Surtout, et je sais que ça en parle dans le chat en ce moment, que tu prépares l'arrivée de Jong, Ouais. qui risque de coûter cher à l'été prochain. Moi, la solution Weigl me plaît parce que le profil me plaît aussi par rapport à la manière, et Nassimal disait, avec laquelle Tourelle veut faire jouer son équipe, dans ce rôle de double pivot aussi devant la défense. Et puis, alors ça, c'est vrai qu'il y a le point d'interrogation, mais ce mec-là, c'était 90 millions il y a 2 ans, et ce n'est plus que 25 aujourd'hui. Bah, Si c'est le peut-être pas Borussia Dortmund- révélateur. C'est révélateur. Donc c'est soit tu mets 25 millions sur un pari qui a des chances de fonctionner, mais aussi de ne pas fonctionner, ou soit tu mets un peu plus d'argent sur quelque chose Ouais, mais où là, tu es je pense sûr que qu'il tu arrives à fonctionnera. un stade où au Paris Saint-Germain, tu peux pas te permettre l'écart de 50 millions tout de suite. Ouais, tu Surtout peux pas que te si tu permettre prépares- non plus de faire un pari. Ah, Tu vois. ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a les circonstances. Et pourquoi on parle d'Idrissa Gueye? Parce qu'il y a Pini Zahavi qui est très ami avec Exactement. le président du côté de D'Everton. Everton, pardon, Ouais. excusez-moi, où il joue. Et voilà, il y a ça aussi comme sujet sous-jacent qui est intéressant. C'est cette lutte de pouvoir entre Tourelle, qui veut absolument Weigl, et Pini Zahavi, Zahavi. qui a, on le sait, le pouvoir aussi au niveau du recrutement du Paris Saint-Germain et qui va forcément essayer Et d'accéder vous ne là-dessus. croyez pas un coup de filouterie du PSG qui arrive à choper Frankie de Jong dès maintenant et qui du coup Non, fait ça son, paraît son compliqué. affaire Ça maintenant? paraît très complexe. L'Ajax est encore en course en Ligue des Champions. L'Ajax a montré de très très belles choses lors des phases de poule. Ça me paraît difficile aujourd'hui d'imaginer De Jong arriver dès Et je pense que Thomas Tuchel est assez intelligent pour savoir faire la part des choses. Si Weigl était vraiment dans une situation où pour lui ça lui paraît impossible ou c'est pas vraiment un bon choix, je pense que Tuchel est assez intelligent. Jusqu'ici, il nous le prouve dans ses choix. On verra, l'avenir nous montrera si ça a été un bon choix ou non. Mais moi, je penche vraiment pour Weigl pour le coup. Et ce qu'aime Tourelle, et ça c'est une chose aussi importante, c'est la polyvalence. Alors on sait qu'il y a déjà beaucoup de centraux du côté du Paris Saint-Germain, mais les saisons sont longues. On va arriver dans des périodes où malheureusement il risque d'y avoir des suspendus et des blessés. Et c'est vrai que Weigl, ces dernières semaines, Lucien Favre, lorsqu'il a voulu le relancer,
l'a installé dans la charnière centrale. Alors aussi parce qu'il y avait des blessures de Zagadou et de Akanji, mais ça peut être une solution. Voilà un mec qui peut occuper plusieurs postes et ça peut être une chose intéressante. On parle mercato dans ces news en bref, là tout de suite, avec le jeu des chaises musicales chez les attaquants de Première Ligue, de Serie A. Higuain, aujourd'hui, ce vendredi, est parti du côté de Londres pour finaliser son prêt du côté de Chelsea. Et dans le sens inverse, on va dire, Piatek du Genoa pourrait arriver, un des meilleurs buteurs de Serie A, pourrait arriver au Milan AC, qui cherche pourquoi pas Morata également, parce qu'il va leur falloir un neuf de toute façon. Alors à votre avis, quelle est la bonne pioche là-dedans? Est-ce que Higuain est fini, retrouve Sarri à Chelsea? À votre avis, quelle est la bonne pioche chez ces trois-là? Higuain est la clé de tous ces mouvements-là. Et si on en croit en tout cas la Gazzetta de ce matin, Higuain à Chelsea, ce serait fait. Alors sous quelle modalité, on ne sait pas encore, vraisemblablement plus un prêt de la part de la Juve, pourquoi pas pour 2 ans, prépayant vers Chelsea. On sait qu'avec Sarri, il a marqué 35 buts en 36 matchs. Et forcément, cette situation-là, elle peut tout débloquer, on va dire, pour le reste. On sait que Michi était tout proche de s'engager avec Monaco. Et finalement, on a rétropédalé. On pourrait le retrouver du côté du Milan AC. Et puis, comme tu l'as dit, il y a Piatek. Piatek, c'est quand même la grosse cote en Serie A dans ce début de saison. Acheté 4 millions l'été dernier, qui pourrait partir pour 40 millions du côté du Milan AC. Le Milan AC qui a Cutrone aussi. Je sais que Type, t'es pas forcément très fan de ce garçon-là, Non, mais qui a déjà plus marqué titulaire. qu'Higuain en tout Pour cas. moi, c'est pas encore un titulaire fiable pour faire remonter très haut le Milan AC. Mais c'est un vrai buteur, noter, un mec à couver en effet. Ouais, et à noter aussi qu'ils ont refusé 35 millions là, pour Piatek de West Ham. Donc ça veut dire que ce sera plus de 35 millions pour aller au Milan AC. Et moi, je suis vachement confiante si Piatek prend la place d'Higuain, ce sera un peu le successeur. Il est jeune, il a une capacité d'évolution encore immense. Donc je pense que c'est un vrai profil, un vrai numéro 9, un vrai renard des surfaces pour le coup. Donc non, voilà, voir Piatek, moi je pense que c'est une très bonne idée pour le Milan AC. Et je pense qu'Higuain est une excellente idée pour Chelsea, ils ont fait une excellente première partie de saison. Ils ont très bien démarré la Première Ligue. Et ensuite, ils ont réussi à se créer beaucoup d'occasions, mais pas les mettre au fond. Ils ont besoin d'un tueur devant le but. Clairement. C'est une équipe qui vraiment multiplie les occasions. Et avec Morata et Giroud, ils avaient du mal à les mettre au fond. Là, Higuain, je pense qu'il va s'adapter. Sarri le connaît très bien. Et c'est quelque part une bonne pioche parce qu'il ne faut pas l'enterrer tout de suite. L'ami Higuain, il serait capable de mettre une quinzaine de buts en 6 mois. Et ça reste un très grand attaquant. Et toi qui es fan d'Eden Hazard, c'est vrai que j'ai toujours un regret quand je vois ce garçon-là évoluer en pointe. J'aime le voir au cœur du jeu et c'est vrai que l'arrivée d'Higuain pourrait lui permettre justement de revenir à ses premiers amours. En tout cas, l'absence d'un vrai buteur à Chelsea lui a permis d'avoir les meilleurs stats jusque-là en début de saison. Dans quelques minutes, il y aura, comme d'habitude, le coupable, le non coupable. Vous avez été mis à contribution avec Nassima pour parler notamment de Jean-Michel Aulas et de la Coupe de la Ligue. Et puis, tout de suite, c'est l'instant Oh My Goal. Quel article, quelle vidéo, quel sujet a été le plus discuté chez Oh My Goal? Faut-il être un génie balle au pied pour être un immense gardien? Aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose. Mais pourquoi, Max? Dis-nous tout. Ouais, alors cette semaine, il y avait un match entre Manchester City et Wolverhampton en Première Ligue. City a gagné 3-0 facilement. Nous, notre journaliste, chez My Goal, qui a suivi le match, a été interpellé par une action qui s'est passée en fin de match. On joue à la 86e minute. Ederson sort de ses cages, c'est-à-dire qu'il y a une passe en profondeur de Wolverhampton à 20 mètres de ses cages environ. Il loupe son contrôle, Ederson. Il loupe son contrôle. 95% des gardiens, dans ces cas-là, vont se replacer dans leur but pour protéger la cage. Ederson, non. Lui, il va au duel, il va au front, il va face à son adversaire de Wolverhampton. Il réussit à récupérer le ballon. Dans ce cas-là, il va donner le ballon, puis, dans 95% des cas, les gardiens vont aller se replacer. Non, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il reste à 40 mètres de ses buts. Il fait une passe vers l'avant. Et dans 95% des cas, que font les coéquipiers de ce gardien qui est sorti? Ils vont donner à un autre coéquipier. Et non, là, ils redonnent à Ederson. Et Ederson, il enchaîne 3-4 passes au milieu de terrain, en fait, comme un véritable milieu de terrain. C'est ça le City de Guardiola. Et du coup, aujourd'hui, on se pose la question, on ouvre le débat. Quel est un gardien moderne? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. C'est vrai que ce type d'action, d'habitude, tu le fais à FIFA et déjà, tu te fais chambrer, ça rigole. C'est déjà très risqué là, sur ils l'ont FIFA. fait en vrai. Déjà, FIFA, c'est risqué. Alors, première question, premier tour de table. D'abord, pour faire le point avec vous et vous aussi dans les commentaires, qui est selon vous le meilleur gardien actuellement dans le monde? Qui est le meilleur gardien de but? Sans parler du pied ou quoi, même si on y vient justement à ce qui change désormais dans le gardien de foot de but moderne. Alors, quel est le meilleur gardien?
Pour moi, c'est Keylor Navas. Bon, après, je sais que je vais me faire taper dessus, surtout étant donné ce qui est cette saison, mais je le trouve plutôt bon. Je le trouve Il est frais, là là, où au il moins, doit c'est pour être. ça, il est frais. Exactement, là où il doit être. Il est parfait là en ce moment. En ce moment, Mais non, moi j'aime beaucoup ce profil de gardien qui a un excellent jeu au pied et qui sait participer au jeu. Et donc voilà, moi j'ai pris Navas. Ok, il y a beaucoup d'excellents gardiens, beaucoup d'excellents jeunes gardiens actuellement, mais je pense que celui qui est le plus complet, le plus mature, c'est Ter Stegen du Barça, qui fait 2-3 saisons là où il est à un niveau stratosphérique. On rappelle hein, que Max, tu es gardien de but, un autre niveau certes, mais donc tu as des repères et tu as peut-être un peu de nez pour juger les gardiens. Tu nous expliqueras tout ça dans quelques minutes. Et toi? Moi, il y a forcément un gardien qui m'impressionne, c'est Ederson, mais parce que ça va avec le style de son équipe. Pour moi, le meilleur gardien, quand même, c'est Thibaut Courtois. Alors, c'est vrai qu'il y a les souvenirs de la saison dernière, et c'est vrai qu'il y a les souvenirs notamment de ce mondial, mais parce que pour moi, Thibaut Courtois, il a encore passé un cap, il a encore passé un step, on va dire, notamment dans son approche mentale du jeu. Thibaut Courtois, il avait parfois des sautes de concentration, il avait parfois aussi des sautes d'humeur, et je trouve maintenant qu'il est beaucoup plus rectiligne. Je trouve qu'il assure en tout cas Enfin, je trouve qu'il est monstrueux, notamment, tu sais, dans cette phase, et on va y revenir sur l'évolution du poste, mais dans la phase qui vise au changement des distances, on va dire, dans le rôle du gardien. C'est-à-dire qu'avant, on disait que, entre guillemets, un gardien qui faisait des arrêts réflexes, c'était dans ses 5,50. Aujourd'hui, un gardien peut faire un arrêt réflexe, par exemple, au point de pénalty, et ça sera toujours un arrêt réflexe. Et Thibaut Courtois, je trouve que dans cette capacité à fermer les angles, je trouve qu'il est juste extraordinaire. C'est peut-être pas celui qui a le plus beau jeu au pied, mais je trouve qu'il est juste incroyable. En tout cas, je trouve que tu dis un truc super intéressant. On a vu le match Manchester United-Tottenham de ce week-end, Exactement. où David De Gea fait 11 arrêts en deuxième mi-temps. Donc une performance extraordinaire. Il est énorme, mais aujourd'hui, donc sans enlever quoi que ce soit à la performance de De Gea, aujourd'hui, pour analyser un bon gardien, on va analyser le nombre d'arrêts qu'il a effectués. On va pas analyser les interceptions qu'il a faites, les hors-jeux qu'il a causés chez l'adversaire de par son positionnement haut. On va pas les bonnes relances. Voilà, la ligne qu'il a cassée sur sa première relance, par Exactement. exemple. Tu as raison là-dessus. Et juste pour répondre à Itos27 qui nous dit difficile de ne pas mettre De Gea avec son match contre Tottenham, on est tous d'accord pour dire que si De Gea fait ça à chaque match, c'est le meilleur gardien au monde. Malheureusement, là encore, ça manque de régularité. C'est pas le cas, mais justement dans les commentaires, il y a le nom de Neuer qui revient souvent oui. parce qu'on parle de l'évolution du poste, on va y venir. Mais justement, est-ce que quand on parle de gardien de but moderne, vous pensez toujours à Neuer? C'est qui le plus représentatif pour vous aujourd'hui? C'est lui. Ouais. Il a révolutionné toujours. le poste. Il a révolutionné le poste. Après, il y a des déclinaisons. Je disais tout à l'heure Ederson, Max a parlé de Ter Stegen. Ça rentre tout à fait dans cette évolution du poste de gardien de but. Mais Neuer, c'est lui qui a tout changé, moi je trouve. Il a changé, mais aujourd'hui, celui qui caractérise le plus la révolution du gardien de but, c'est Ederson. Pour moi, il a franchi encore un cap dans ce que Neuer a été capable d'apporter, sans enlever quoi que ce soit au talent de Neuer, qu'on soit d'accord dans les commentaires. Ederson, c'est le premier gardien de l'histoire, on en parlait en antenne avec Manu, qui montre qu'il peut faire une passe à 60 mètres aussi facilement qu'une passe à 10 mètres. C'est absolument intéressant de regarder des vidéos YouTube, les meilleures compilations balle au pied d'Ederson. Je vous invite à regarder ça parce que c'est phénoménal. Mais t'as un système qui va avec. C'est-à-dire qu'en effet, Ederson est en capacité de le réaliser, mais il y a aussi une demande qui est faite par Guardiola. Et on le sait que c'est ça qui est intéressant, c'est que sur la première relance de City, alors ça serait peut-être plus facile si on avait des images, mais on vous l'a déjà montré précédemment dans la classe foot. Sur la première relance de City, on passe tout de suite sur une passe courte, généralement latérale, pour justement attirer les attaquants et essayer de créer des brèches au niveau du milieu de terrain. Et là, tu es obligé d'avoir un gardien qui est très très bon avec son jeu au pied. Peut-être que c'est plus qu'on demande à Manuel Neuer du côté du Bayern, même s'il le fait naturellement. C'est ça qui est incroyable, c'est que si tu veux, Manuel Neuer, je trouve qu'il a imposé son style, imposé ses skills, imposé sa façon de jouer. Justement, Manu, tu parles de demande de l'entraîneur. Moi, justement, je vais insister sur ça. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entraîneurs qui prônent un jeu de possession et qui prônent un jeu où on peut faire tourner le ballon. Et donc aujourd'hui, on a vraiment deux sortes de gardiens qui s'opposent. On a ceux qu'on appelle les shot stoppers, ceux qui restent sur leur ligne et qui font arrêt sur arrêt, ça n'empêche pas qu'ils soient vraiment incroyables. Et on a des mecs comme Ederson, comme Ter Stegen, qui eux ont un véritable jeu au pied, qui sont capables de véritables relances, de s'insérer dans le jeu et parfois même de créer des actions pour leur équipe. Et donc ça, c'est aussi dû à la demande des entraîneurs aujourd'hui qui prônent véritablement un jeu de possession Max, et d'inclure le gardien. Ça devient obligatoire ou pas de devoir être si excellent que ça au pied? Il y en a qui disent ça va, c'est 2-3 passes à 10 mètres entre les lignes, c'est pas si fort que ça dans les commentaires. Est-ce que finalement, on voit la Coupe du Monde de Lloris, il n'y a pas besoin d'être un génie au pied pour être quasiment le meilleur gardien de la compétition?
Alors c'est sûr et certain que la mission première d'un gardien, c'est d'arrêter les tirs adverses. Donc forcément, on va juger un gardien sur sa capacité à faire des arrêts, comme je l'ai dit avant. Mais aujourd'hui, le jeu au pied est intégré même dans les formations. Clairement. Moi, je vais vous donner un exemple super précis. À mon époque, quand j'ai commencé à jouer au foot, donc on va dire Parle-nous de ton époque, fin des années, 1984. fin des L'époque années, du Kong. À l'époque, il y a Donc, longtemps. fin des années, Virel. non, arrêtez les gars. Fin des L'ancien. années 90, début des années 2000, peu de joueurs veulent aller au but. Donc on choisit C'est vrai. un gardien par défaut. À cette époque-là, il y a une Le petit technique. gros, le petit gros. J'étais- Ah, c'est la réalité du terrain. plus Bah, nul, bah, ouais, le plus J'y nul. crois pas pour Max. Non, je suis devenu le petit gros, mais à l'époque, c'était pas le cas. Trichard. On va vraiment rentrer sur la vie intime de Max. En plus, on l'avait dit en On début en a d'émission. parlé. Sans déconner, il y avait une technique à l'époque en poussin en Benjamin qui allait totalement à l'encontre du jeu. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'est le gardien avait le droit de faire 106 mètres à son libéro, genre Ouais, complètement. qui lui remettait le ballon, le gardien le prenait à la main et balançait le plus loin possible. C'était ça la mode. Et je dirais même jusqu'au changement dans le foot professionnel en 92 où on a pu autoriser les gardiens à prendre les passes hors très volontaires. C'était un peu comme ça. Le gardien prenait le ballon dans les mains, il faisait monter le bloc et il balançait une frappe de bourrin devant. Ça a changé totalement. Aujourd'hui, dans les formations, les plus jeunes n'ont plus le droit de prendre le ballon à la main sur les passes retrait. Donc ça, c'est excellent. Et ils sont obligés de relancer sur des 6 mètres, soit sur des passes courtes ou soit sur des passes longues. Donc on voit que même dans les formations au sein de la Ligue, ce qui était compliqué à faire assimiler, mais au sein de la FFF, pardon, Bien sûr. que les gardiens ne doivent plus être des bourrins pour C'est balancer ça. devant. On relance derrière proprement, un peu une formation en espagnol Exactement. qui avait 10 ans d'avance sur nous pour le coup. Les gardiens, ça passionne apparemment dans les commentaires. Madlalani n'est pas obligé de nous prendre pour des idiots. Non, on n'a pas encore cité Alisson, on n'a pas encore cité Oblak. Ouais. Mais nous Ouais, connaissons c'est vrai, c'est ces vrai. gardiens de but, Bien rassurez-vous. Mais on n'est pas obligé de faire une liste de 100 noms en name dropping tout de suite. Au bout de 3 minutes de débat, on peut aussi développer chaque sujet. Justement, Excuse-moi. vas-y. Non mais c'est pour revenir, on insiste beaucoup sur le jeu au pied. Et bien évidemment qu'il est très très important le jeu au pied, vous l'avez dit, aujourd'hui on demande à un gardien d'avoir la technique d'un joueur de champ quelque part, la capacité en tout cas à être une bonne première rampe de lancement. Mais moi il y a d'autres choses qui m'intéressent et c'est vrai que si le jeu au pied c'est l'école espagnole, bien qu'elle ait été incarnée par un Allemand, eh bien il y a aussi l'école allemande qui est sur plutôt la gestion de la distance. On sait que le matériel a changé. Toi Max tu l'as vu j'imagine en pratiquant. Avec les Les ballons. gants ont changé, Les les ballons ballons. ont changé et le morphotype aussi des attaquants en face ont changé. Les frappes sont plus puissantes, les angles sont de plus en plus incroyables et quelque part, on a demandé aussi un temps d'analyse, enfin une analyse beaucoup plus juste et un QI football beaucoup plus développé chez les gardiens. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. On disait à l'époque, oh il est bon sur sa ligne en parlant d'un gardien. On ne le dit plus parce que c'est complètement Parce caduc et qu'aujourd'hui, obsolète. j'ai l'impression qu'on n'est vraiment plus dans le rôle bestial presque bestial du gardien, où d'ailleurs Cazard imitait très bien Ruffier à l'époque, mais du coup, ça entretenait justement ce cliché. Et il y a juste un truc, moi, quand on parle de formation qui m'interpelle, et en me renseignant là-dessus, effectivement, c'est un truc tout bête, mais un gardien passe la plupart de son temps à être en haut dans sa surface de réparation et passe la plupart de son temps à jouer vers l'arrière en reculant. Il faut savoir qu'un gardien, c'est environ 40% pendant un match de temps de jeu qui passe à jouer en reculant. Et rien que ça, ne serait-ce que d'avoir des réflexes, de savoir gérer son espace, etc., c'est des trucs qu'on devrait beaucoup plus travailler et qui éviteraient nos week-ends de Ligue 1 où on voit des erreurs de gardiens typiques dans le sens où, au fait, ils savent pas juste gérer ce truc-là. Moi, déjà, jouer en avançant, j'ai du mal. Mais alors, jouer en reculant, quel enfer! Tous les clubs ne sont pas capables aussi de se payer des Alisson Becker. Bien sûr, je bien ne sais sûr. combien de millions Mais d'euros ça à nous la travailler, Roma. ça nous adapter à ce football-là. Et puis le morphotype, excuse-moi Max, mais peut-être que tu pourrais nous en dire un truc, le morphotype a complètement changé aussi. Avant, tu avais des petits mecs qui étaient souples, qui pouvaient sauter haut, qui pouvaient sauter loin. Désormais, moi j'ai l'impression que les nouveaux gardiens, et on en parle tous, hein, Alisson, Ederson, Ter Stegen, Manuel Neuer, tous ceux qu'on a cités, ils dégagent une incroyable puissance aussi. Alors est-ce qu'on va pas se perdre avec ce stéréotype? Moi j'ai vu en CFA ou en U19 des gardiens de 2,8 m se faire lober sur leur ligne dans des grands centres de formation parce que tout simplement ils n'étaient pas bons et peut-être qu'on les avait recrutés juste pour le critère physique. Mais il y a ça aussi qui a complètement changé dans La hype, elle est vraiment autour d'Ederson, un peu aussi Alisson, même si le jeu au pied est différent. Est-ce que pour vous, en dehors de la hype et de ces noms qui sortent, c'est vraiment les deux gardiens idéaux ou finalement vous pouvez aussi vous reposer sur un Lloris? Alors à Tottenham, c'est pas forcément ça tout le temps, mais à la Coupe du Monde, on l'a vu. Est-ce que vous pensez sur Ter Stegen, toi tu restes et que tu maintiens ça, Max? Finalement, c'est ton gardien idéal? Pour moi, c'est le plus mature dans ce que représente le poste de gardien de but actuellement. Je pense qu'Ederson deviendra le meilleur gardien du monde dans les années à venir. Dans les commentaires, je vois qu'on parle
beaucoup de Victor Valdés et je trouve que c'est un excellent exemple. Parce que Victor Valdés, quand on se dit se payer des Alisson, se payer des Ter Stegen, Victor Valdés, il était déjà au Barça et on savait très bien que Victor Valdés n'était pas le meilleur gardien du monde, était même loin, entre guillemets, d'être le meilleur gardien du monde. Il avait des qualités, c'était un très bon gardien, mais parce que Guardiola, il a fait changer quelque chose. Pendant plus de 100 ans, on a dit le gardien est un poste à part. Donc on a fait du gardien un joueur à part sur le terrain. Guardiola, il s'est dit non, le gardien est un joueur parmi les 11 sur le terrain et je vais faire de Victor Valdés un véritable joueur qui peut prendre les ballons au pied, prendre des décisions véritables dans le jeu. Et aujourd'hui, on en avait parlé un peu sur cette émission, quand on voit Thiago Motta proposer un 2-7-2, en tout cas l'imaginer, essayer de le mettre en place, c'est totalement dans ce sens-là, en se disant pourquoi ne pas capitaliser sur le 11e joueur de champ au final, qui certes a le droit d'utiliser les mains, mais n'est pas un joueur à part. Qui s'insérerait plus du coup dans un rôle tactique et participerait vraiment beaucoup plus au jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, on rentre vraiment dans cette ère-là, mais c'est aussi dû à l'accélération du jeu. Le football aujourd'hui, c'est le football rapide, ça a vraiment changé depuis des années et des années, donc il faut aussi s'adapter. Moi j'ai l'impression vraiment que le poste de gardien est l'un des postes qui a le plus évolué depuis des années dans le si football. Je peux me permettre 2 questions, j'avais dit que j'arrêterais de parler sur ce débat, mais je me permettrais de te poser 2 questions, Max. Comment t'expliques que les gardiens... On réduira sur le temps de ta chronique. Ouais, c'est promis. Comment t'expliques que les gardiens captent de moins en moins les ballons et les repoussent de plus en plus? Et la deuxième chose, la gestion des corners, comment t'expliques qu'il n'y a plus un mec par poteau désormais? Comment t'expliques cette évolution-là, toi? Pour les corners, en l'occurrence, c'est en fonction des équipes. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été effectuées comme quoi avoir un mec au premier poteau n'aidait pas forcément à ne pas encaisser ce but. L'exemple, c'est Roberto Carlos en finale de Coupe du Monde 98. Pour capter les ballons, c'est pas forcément vrai. Je vais prendre un gardien comme Oblak, par exemple, qui a un énorme taux de captage de ballons, entre guillemets. Il capte énormément de ballons, ce qui réduit la chance d'avoir une occasion, soit via un corner, soit sur un deuxième ballon derrière. Mais en tout cas, c'est aussi aller vite, tu vois, dégager le ballon rapidement. Ederson, quand on regarde ses vidéos, quand il vient, parce qu'il est excellent dans les airs aussi, Ederson, quand il capte un ballon, il va pas attendre que sa défense passe devant lui, il passe devant sa défense, il va chercher le plus rapidement possible une solution vers l'avant. Et c'est aussi pour ça que capter le ballon ou relancer vite des points vers une solution adverse, c'est comme ça qu'ils sont travaillés. On en revient donc au QI football de ces gardiens de but qui évoluent sans cesse et qui grandissent. Dans quelques minutes, il y aura le mercato hivernal, faut-il le supprimer? La classe foot revient là-dessus dans la récréation, le grand débat. Mais tout de suite, c'est le moment de coupable, non coupable. Nassima a des choses à vous dire. Vous avez participé comme d'habitude à sa chronique. C'est maintenant coupable, non coupable. Guilty, not guilty. Nassima, qu'as-tu à nous dire et sur qui aujourd'hui? Je crois qu'il y a un président français qui est particulièrement visé. Oui, notre procès concerne notre cher et tendre Jean-Michel Aulas. Alors pour rappel, les faits ont eu lieu mardi 8 janvier dernier. Lyon recevait Strasbourg dans le cadre des quarts de finale de Coupe de la Ligue. Et après un match compliqué, pas mauvais mais en manque de réussite côté lyonnais, c'est Strasbourg qui s'est imposé sur la pelouse du Groupama Stadium 2-1. Et c'est une défaite qu'a vécue très amèrement Jean-Michel Aulas, puisque dans les colonnes de l'équipe ce lundi 14 janvier, ce dernier a déclaré, je cite, que la Coupe de la Ligue était une coupe en bois. Alors, la question que s'est posée le tribunal cette semaine, c'est de savoir si Jean-Michel Aulas est coupable ou non coupable de mauvais esprit, avec cette sortie digne d'un Thibaut Courtois en pleine Coupe du Monde. Et pour répondre à ma question, je fais appel d'abord à mon premier avocat, l'avocat de la défense de Monsieur Aulas, Maître Michel, on vous écoute. Moi, Jean-Michel Aulas n'est pas coupable. La Coupe de la Ligue est effectivement une coupe en bois. C'est une coupe qui n'intéresse pas grand monde. C'est une coupe où les équipes alignent généralement les équipes B. C'est une coupe qui n'a pas d'histoire, contrairement à la Coupe de France, où il n'y a pas beaucoup d'émotions non plus. Je connais personne qui rêve de gagner la Coupe de la Ligue. C'est une coupe qui n'intéresse vraiment pas grand monde, qui prend de la place dans le calendrier. Une coupe qui a longtemps été un prix de consolation pour les équipes ayant raté leur saison. Donc voilà, coupe en bois. Maître Michel, le tribunal entend vos arguments et il les comprend. Ce sont des arguments que nous entendons souvent. Laissez-moi tout de même vous rappeler que cette Coupe de la Ligue est une compétition jeune qui a été lancée en 1994 pour la première fois et qui a déjà su, mine de rien, marquer les esprits. Vous parliez justement, maître, d'émotion. Laissez-moi vous rappeler quelques matchs qui ont su marquer justement les supporters. Une certaine finale au Stade de France en 1998 opposant le Paris Saint-Germain à Bordeaux, ou bien encore un certain Sylvain Flottau qui a su se jouer de la défense parisienne en 2000 et offrir une victoire historique à Guignon face au Paris Saint-Germain.
Ou bien encore, une séance de tir au but incroyable entre Sochaux et Nantes en 2004. Alors que la compétition soit contestée, maître, nous pouvons l'entendre, mais que celle-ci soit jugée insignifiante, ça dépasse tout entendement. Alors la parole est donc à l'avocat des parties civiles, maître Alexandre, on vous écoute. Pour moi, monsieur Jean-Michel Aulas, vous êtes coupable. Quand on est président d'un club comme l'Olympique Lyonnais, on ne peut se permettre de faire l'impasse sur une compétition. D'autant plus que l'Olympique Lyonnais est en manque de titres depuis sa dernière Coupe de France en 2012. Pour rappel, la Coupe de la Ligue permet en quelques matchs d'atteindre une finale de Coupe nationale, pour laquelle vous êtes quand même battu l'année dernière pour l'accueillir dans votre propre stade. Pour moi, tant que cette compétition existe, l'Olympique Lyonnais doit la jouer et doit essayer d'aller le plus loin possible. Du moins, tant que l'Olympique Lyonnais n'arrivera pas à rivaliser avec le PSG en championnat ou à briller, voire même juste exister en Coupe d'Europe, Lyon doit la jouer. Donc, monsieur Jean-Michel Aulas, vous êtes coupable. C'est fou, le nombre de gens qui nous disent dans les commentaires que ça sert à rien, on s'en fout de cette coupe, etc. Et nous entendons, tout ça. Je ne sais pas si c'est parce que tout le monde est éliminé et qu'il reste plus que les C'est ça, demi-finales, je pense que c'est ça. Et maître Alexandre, d'ailleurs, on est assez d'accord avec vous, rabaisser une compétition, alors que le club en aurait bien besoin. Dans sa quête de titre, paraît juste être de la mauvaise foi. Alors messieurs, justement, je vais vous laisser me donner un peu votre avis avant d'émettre mon jugement final. Moi, je suis quelqu'un qui est tout à fait contre la Coupe de la Ligue. Il y a dans certains pays où il n'existe qu'une seule coupe nationale et c'est très bien comme ça. Et nous, c'est vrai que je crois que c'est en Espagne et je crois que c'est en Allemagne aussi. Tu n'as pas de Coupe de la Ligue. Le match aller-retour en Coupe du Roi. Exactement. Et en Angleterre, la Coupe de la Ligue est très très critiquée aussi également. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et pourtant, cette année, quelque part, elle me passionne un peu plus parce que je me dis que voir Strasbourg, voir Bordeaux, voir une autre équipe lever ce trophée, je trouve que ça aurait du sens et ça serait pas du tout une consolante pour le coup. Ça aurait pu être une consolante pour l'Olympique Lyonnais qui a pas gagné de titre depuis longtemps et ça a été dit par l'avocat. Mais par contre, il y a quand même une chose moi qui me gêne un petit peu. Tout le monde tape sur la Coupe de la Ligue parce que Jean-Michel Aulas, le premier qui siège à la Ligue, tape sur cette coupe. Et c'est là où il est complètement coupable. Et comme le disait Maître, c'est lui qui se battait pour avoir la finale en son sein aussi. Exactement. Pour moi, Jean-Michel, il est coupable vraiment de mauvaise foi parce Max. que Monsieur Aulas, s'il avait gagné la Coupe de la Ligue, il aurait certainement fait de cette Coupe de la Ligue le plus beau trophée en France. Donc là, c'est vraiment de la mauvaise foi et il y avait une ouverture avec l'élimination du PSG, il l'a pas saisi, je pense qu'il s'en veut. Ouais. Moi aussi, comme d'habitude, j'ai l'impression qu'il essaie d'attirer la lumière sur quelque chose pour éviter de parler d'autre chose. Et en effet, cette Coupe de la Ligue, elle rapporte de l'argent. C'est un trophée. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un trophée. Et en effet, il y a très peu de matchs à jouer pour aller au bout. Paris l'a laissé en plus en cours de route. Là, vraiment, c'était une aubaine. Juste pour dire, Notao nous dit ouais, la Coupe de la Ligue, c'est la semaine et la Coupe de France, c'est le week-end. C'est faux. C'est faux, puisque là, on va passer sur les tours la semaine et pourtant, ça va faire rêver tout le monde. Donc. Non, et puis l'inconvénient, c'est que maintenant, ce soit sur Canal+. Enfin bref, le verdict est tombé. Jean-Michel Aulas est donc jugé coupable d'une sortie d'une incroyable mauvaise foi. Et il est condamné à présenter ses plus plates excuses aux grands fans de Daniel Leclerc et de France Télé, qui avant Canal+, rendaient nos matchs encore plus savoureux. J'ai mis entre parenthèses ironie, au cas où vous avez du mal à percevoir. Bien sûr. L'audience est levée, messieurs. J'ai eu peur. Faudrait peut-être faire le procès de France Télé. Nous qui sommes très très premier degré sur ce plateau, on a vraiment eu peur. Tout de suite, sans plus tarder, dans quelques minutes, je vous le dis, il y aura Manu qui a préparé une chronique épicée, vraiment, il a mis harissa, je vous le dis, sur la Ligue 1. Parfait. Et puis tout de suite, on va parler dans la récréation, le grand débat de l'émission avec vous. Quel est le pire flop des mercatos d'hiver, là, comme en ce moment, là, les mercatos d'hiver? Quel est le pire flop selon vous? Et faut-il supprimer ce mercato hivernal? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Mercato d'hiver, le mercato hivernal sert-il à autre chose que de se prendre les pieds dans le tapis, qui a balancé l'argent par les fenêtres? Est-ce que les modifications de règlement, la possibilité notamment d'engager des joueurs ayant joué la Coupe d'Europe, changent la donne? Êtes-vous pour ou contre le mercato qui a lieu en ce moment et dont il n'y a pas eu encore grand-chose? Alors on va parler notamment des pires erreurs qui ont été faites comme ça au beau cœur de l'hiver sous la direction du sportif d'une équipe. Alors, selon vous, dans les commentaires, vous allez nous le dire, mais quel est le pire flop de ces dernières années? Quel est le pire flop des recrutements d'hiver? Je ne parle pas d'été, s'il vous plaît, concentrez-vous sur le mois de janvier. Moi, je pense qu'il faut aller tout de suite dans un pays qui a fait quand même de sacrées dingueries, bon, même si ça remonte à il y a quelques années, c'est l'Angleterre. Et pour moi, honnêtement, c'est Andy Carroll, parce qu'Andy Carroll, il représente clairement cette image d'un terme qui est devenu très à la mode grâce à l'Olympique de Marseille, c'est l'achat de panique, le panic buying, sans l'accent. Panic button. Voilà, c'est ça. Et quelque part, voilà, lui, c'est incroyable parce que c'est un mec qui n'a pas fait une
une saison ou qui a fait une seule saison à plus de 10 buts avec Newcastle. Il veut pas partir de Newcastle. On l'emmène à Liverpool pour 40 bars et le mec marque, je crois, 2 buts, un doublé contre City la première saison, puis après plus rien. Et puis il va remettre 4 buts la saison suivante et puis ensuite au revoir. Un mec qui a fait des phrases, un mec qui je dis qu'il voulait absolument pas jouer à Liverpool, ce qui est quand même assez rare quand même dans le monde du football. Et pour moi, c'est encore plus un gâchis parce que justement, et c'est ce que nous dit Nomade, Torres a été vendu 58 millions. Lui, il est vendu 41 millions. En fait, il arrive juste après le départ de Torres et tu te dis, en fait, tu as fait partir Torres en récupérant de l'argent pour rien, quoi. Bon, du coup, moi, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je suis d'accord avec Federico et avec Ferdinand. Le plus gros flop de l'histoire du mercato d'hiver, ça reste quand même Fernando Torres. 60 millions pour celui qui est à l'époque certainement le meilleur avant-centre au monde. Il vient de prouver à Liverpool qu'il était au top niveau. Chelsea, on se dit, fait un achat incroyable. Et Fernando Torres, c'est la descente aux enfers, malheureusement, pour El Niño. Et franchement, on gardera toujours un goût amer sur ce transfert-là parce qu'on se disait Torres peut aller très très haut, il a été très 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 bas. C'est inexplicable quelque part. Enfin, si on devait faire une comparaison, c'est-à-dire que, entre guillemets, Carroll n'était pas un grand joueur. Torres est un grand joueur, a fait une grande carrière. Après, il y a des bémols à mettre, etc., etc. Mais tu peux quand même te dire, Torres à Chelsea, bon, il y a peu de chances que ça plante. Ça a planté, mais dans l'intention, pour moi, c'est pas un flop. Alors que Carroll, tu mets 40 millions sur un joueur qui n'a pas encore assez prouvé, qui n'a pas l'attitude. Là, tu sais que ça va être un flop d'entrée de jeu. Ça, c'est des flops en haute altitude avec beaucoup de millions d'euros. Nassima, c'est quoi ton flop que tu as retenu, qui t'a marqué? Moi, je vais parler d'un truc qui m'a le plus touchée, donc forcément, mais j'ai grandi dans une famille supportrice du Paris Saint-Germain. C'est l'arrivée d'Everton Souza, ce qu'on qualifie en une seule personne, Everton Souza. Everton et Souza en 2008, en sombre hiver 2008, sombre saison 2008 d'ailleurs. Cette saison-là, c'était un enfer. On a 2 Brésiliens qui arrivent de je ne sais où, et nous, on se dit, waouh, des Brésiliens que personne ne connaît, peut-être que ça va être exceptionnel. On a eu Rai, on a eu Ronaldinho, il y a une vraie histoire avec le Brésil au PSG. Il y a eu une propagande en plus quand ils sont arrivés. Oui, il y a eu toute une propagande incroyable. La conférence de presse est incroyable. La conférence de presse est ouf. On a eu ce duo pour 6 millions. Il y a Valdo qui s'est joué intermédiaire. C'est Alain Roche qui les fait venir. Donc franchement, on se dit, ça va nous relancer. Et au final, mais quelle catastrophe, quoi. C'est genre, déjà en plus, Everton, Santos qui se compare à Robinho, qui est surnommé Jean-Claude Robinho dans les vestiaires. Robignol, je crois. C'était pas ça, Jean-Claude Robignol, je crois. Robignol, encore plus drôle, Jean-Claude Robignol. Il se pose la question de savoir s'il a le niveau déjà pour être titulaire en réserve. Ouais, non, c'est un enfer. Donc à l'époque, c'est un gros problème. On voit ton flop, on comprend que le mercato d'hiver, c'est pas trop ton truc. Non, vous, là, sur ce plateau, Max, Manu, vous êtes plutôt pour le marché hivernal, contre. Il y avait notamment dans les commentaires quelqu'un, je crois que c'est Jackie Michel, qui nous disait que... Très connu, on de la First Team. Il a confirmé Robignol. Et il nous disait que ça avait sauvé Saint-Etienne l'an dernier de la relégation, avec Debuchy, avec Subotic, avec Mvila. Donc en effet, moi je pencherais du côté de... Ça peut permettre de bons réajustements. Pour ou contre ? Alors ce mercato d'hiver. Moi je suis plutôt pour. Après je sais qu'on risque d'arriver au même point final, mais on en parlera tout à l'heure. Moi je suis plutôt pour, tu l'as dit. Ça permet de faire des réajustements. Et puis il y a cette nouvelle règle qu'un joueur qui a disputé la Ligue des Champions sur la première partie de saison peut la disputer avec un autre club. Ce qui veut dire que ça peut pimenter aussi un petit peu plus les saisons avec des plus gros transferts et avec des plus grosses transactions. On est peut-être plus justement sur ce marché de réajustement, mais on est peut-être sur une deuxième phase réelle de mercato. Et moi, je trouve ça intéressant. Intéressant, la deuxième phase de mercato, plus que du complément en deuxième partie de saison. Ouais, moi je suis contre vraiment les dérives, tu vois, de ce mercato hivernal qui devient ingérable, qui devient totalement stupide les 3 derniers jours de janvier. Moi, je suis pas contre, je veux pas l'arrêter totalement, mais en tout cas il faut le limiter, peut-être dire un joueur par club, je sais pas, mais en tout cas pas que ça parte dans des dérives totalement stupides comme c'est le cas depuis des années. Moi ça me gave, franchement c'est la période de l'année que je déteste le plus. Alors déjà c'est trop long, 31 jours pour un mercato d'hiver, franchement au pire, moi déjà je suis radicale, j'aurais aimé qu'on le supprime. Mais si on veut pas le supprimer, au moins le raccourcir de au moins 15 jours quoi. Au moins qu'il se passe des choses. Ça c'est le point sur lequel on sera tous d'accord. Parce que c'est vraiment un enfer d'avoir autant de noms et qu'il se passe rien. D'ailleurs, alors vous allez peut-être me rafraîchir la mémoire, mais j'ai pas de joueur en tête qui est arrivé au mercato hivernal, et là vous allez peut-être me contredire, qui justement a fait changer l'état d'esprit du club, qui a tout changé, qui a emmené... T'as Faubert au Real Madrid quand même. Ouais, voilà. Exactement, donc ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Donc pour moi, le mercato d'hiver, en plus c'est
un truc Il y a horrible parce Thiago que... Motta qui est arrivé au PSG. C'est un- Anthony oui, Vernier. Il y a Savio à l'époque de Non, mais Bordeaux il y a 10 ans. Non, laissez-moi c'est juste pour, terminer. j'adore les joueurs, Tu pardon. nous as posé une question. Oui, mais j'ai pas envie que vous répondiez après. Parce que du coup, je perds le fil. En plus, c'est horrible pour les équipes qui ont un joueur, par exemple, qui fait un début de saison incroyable et qui ont un petit budget, qui ne sont pas des équipes et qui se voient avec une proposition immense et qui sont obligés de vendre leurs joueurs parce que forcément, la proposition ne se refuse pas. Donc moi, je déteste ce mercato-là. J'estime que le mercato d'été doit être le seul mercato et si on se loupe, bah tant pis, tu tues ta saison et c'est de ta faute. Juste en parenthèse, dernier exemple en date aujourd'hui, Salah qui va vers Cardiff, l'attaquant de Nantes. Walid Halilhodžić n'a pas envie de le vendre, mais le club se sent obligé face aux 15-20 millions d'euros proposés par la Mais Grande-Bretagne. c'est toujours pareil, le train il passe une fois, tu sais pas s'il va repasser une deuxième fois et tu peux comprendre, on parlait de Piatek tout à l'heure, ils l'ont acheté 4 millions, 6 mois après il en vaut 40. Bon bah moi je te dis, vends-le tout de suite et puis au moins tu es sûr de faire ta plus-value et de continuer. Vous disiez, ouais, les dérives. Est-ce que les dérives elles sont dues au mercato ou elles sont dues aux têtes pensantes qui sont dans les clubs et qui s'amusent à faire du Monopoly comme ça à tire-larigot? Tu parlais d'Everton et Sousa, à l'époque ils sont quand même recrutés sur cassette, c'est-à-dire qu'il n'y a personne au Paris Saint-Germain qui les a vus jouer avant qu'ils arrivent et qui débarquent à Roissy qu'on allait les chercher en taxi. Enfin je veux dire, tu vois, moi je suis d'accord qu'il y a des dérives, je suis d'accord que en effet il faudrait peut-être essayer de les limiter, mais c'est pas la faute du mercato, c'est une prise de conscience des clubs et ce sont les premiers qui sont eux-mêmes sanctionnés parce que on parlait tout à l'heure d'Andy Carroll, on parlait de Fernando Torres, c'est des garçons qui coûtent cher et quand tu te loupes en hiver sur un transfert à ce tarif-là, et ben derrière ça gâche ses possibilités. Qu'est-ce que c'est le mercato? C'est justement laisser la possibilité aux clubs de faire ces erreurs-là. Donc certes, les clubs font les erreurs, certes, les grands clubs viennent punir les petits Bah clubs, ouais, c'est mais en dommage. tout cas, c'est le mercato qui permet ça, donc c'est pour ça qu'il faut l'arrêter tout de suite, ou en tout cas le limiter. Et juste, on me disait dans le... Ah pardon. Vas-y, je vois beaucoup dans les commentaires qu'on parle de... Ça peut aider les gens, par exemple, les clubs, pardon, quand il y a un gros joueur qui s'est blessé, qui a une grosse blessure. Je suis tout à fait d'accord avec ça, ça peut intervenir à n'importe quel moment, et je pense que sur cette histoire de blessure, il existe les jokers médicaux, mais ouais. il Comme au faudrait que rugby, ça soit quoi. beaucoup plus lisse, et que quand il y a une grosse blessure d'un joueur qu'on perd pendant 4 ou 5 mois, on puisse être autorisé à faire un transfert n'importe quand dans l'année, et que ce mercato hivernal ne serve pas de prétexte. Juste, on me disait dans la conversation, en répondant à ce que je disais, oui, bah, il y a beaucoup de noms et c'est la même chose au mercato d'été et il se passe rien. Je suis désolée, le mercato d'été, déjà, il dure 31 jours pareil et il y a beaucoup plus de mouvements. Il dure plus longtemps, le mercato Il dure d'été. plus longtemps et c'est une période beaucoup plus intense. Là, au mercato d'hiver, le truc, c'est que c'est en pleine période on est en pleine saison, on est en plein début de saison, on Surtout reprend la saison. mais l'été pour aussi, incorporer les en joueurs, août. il y a un problème au mercato Ah, mais d'hiver, ça, que c'est sûr. les joueurs prennent vraiment la saison en cours, alors que l'été, vous avez ces 5 semaines pour faire la Oui, il prépa dure beaucoup ensemble plus longtemps. et l'inclure dans un nouveau schéma. Après, ça change quand même les choses dans les têtes et c'est pour ça que faire ce reproche-là uniquement au mercato d'hiver, je ne sais pas si c'est vraiment légitime parce que tu pourrais le faire aussi au mercato d'été. Antonetti disait par exemple, c'est chiant le mercato quand tu joues en même temps parce que les joueurs, ceux qui veulent partir ou qui ont des propositions, ont la tête un petit peu à l'envers. Et toi-même, quand tu fais tes compos et que tu as un œil sur ton équipe et un œil sur les joueurs qui seraient potentiellement Mais c'est ça qui est possibles de nul, faire mais venir. c'est ça qui est super Alors, nul. dans En ces plein cas-là, mercato tu d'hiver, fermes. t'as Mais l'été construit aussi. ton équipe. Mais L'été oui, mais aussi, non, sur le en mois hiver, d'août. c'est encore pire parce Ouais, mais que sur le mois d'août aussi, tu as tu vois. débuté ta saison, tu as fait septembre, L'été, tu octobre, commences ta novembre, prépa. décembre. L'été, T'as tu déjà commences joué. ta prépa avec des joueurs dont tu ne vas pas te servir. Regarde le PSG, c'est le meilleur exemple cet été. Ils ont commencé la prépa avec des mecs qui ne joueront sans doute pas 10 matchs dans la saison avec le Paris Saint-Germain cette année. Donc c'est là où, si tu veux, ok, mais si tu fais ce reproche-là au mercato d'hiver, fais-le aussi au mercato d'été. Est-ce que l'hiver, c'est finalement que des achats de panique uniquement, ou est-ce que ce sont des paris, des arrangements entre agents? On a vu Anelka débarquer à la Juventus alors qu'il était en Chine à l'époque. Est-ce que c'est choquant, ces ajustements-là, justement, vis-à-vis de ces achats de panique, vis-à-vis du mercato d'hiver? Il y a un truc qui est très choquant, c'est pour les groupes à chaque fois. Les groupes sont toujours traumatisés par les Bah oui. arrivées ou les départs pendant le mercato hivernal. Donc, admettons par exemple le groupe nantais. Là, actuellement, ils vont perdre Salah, qui leur a permis un renouveau, qui leur met tout le temps des buts. Il a 12 buts sur une mi-saison, c'est assez incroyable, C'est pour incroyable, le Salah. stade de Salah. Ouais. Donc, le vestiaire nantais va se retrouver orphelin de Salah, l'un de leurs piliers. Si tu te dis, bah voilà, on va dire Monaco par exemple. On sait qu'ils sont dans une situation extrême, mais par contre, ils vont recruter 8-9 joueurs pendant le mercato hivernal. Quel message tu donnes à ton groupe que tu as bâti pendant l'été, parce que Non. c'est vraiment à ce Part moment-là à que tu zéro. bâtis.
ça crée des tensions. Et c'est pour Giroud ça. disait un Enfin, c'est championnat. ça, Voilà. c'est ça ou la Ligue 2 aussi. Hein. Enfin, C'est tu vois, une faut être aussi honnête. Non, Ça mais veut dire que c'est mauvais de c'est ça ou prendre, la Ligue 2, ça veut tu dire que vois. c'est mauvais de prendre Fabregas, Ballo-Touré et compagnie là sur les compagnies, vous m'avez On compris. dit pas que c'est on dit pas que c'est mauvais, on dit que c'est le mauvais timing pour les prendre. Fallait les prendre avant. Je vois pas pourquoi en plein mercato d'hiver tu chamboules tout Parce ton qu'ils groupe n'étaient pas libres. en faisant. Oui, bah, Parce que écoute, Fabregas comptait dans s'imposer ce à cas-là, Chelsea. t'attends l'été prochain et même si c'est, enfin, je sais pas. Moi, je sais C'est pas. un mercato d'opportunité. C'est un mercato d'opportunité, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que ça va partir sur autre chose. Quand tu vois Coutinho qui quitte Liverpool l'hiver dernier pour aller à Barcelone, certains diront que c'était un bon choix, d'autres diront que c'est un mauvais choix. Ça, c'est pas là n'est pas la question. Mais on sent qu'il se passe des choses. Il pourrait y avoir des gros transferts aussi cet hiver. Donc moi, j'attends de voir. On va quand même dire un truc. Et Max, tu me diras pas l'inverse. Toi qui est directeur de publication à Oh My Goal. Non mais c'est pas pour. Non, attends, T'es pas obligé de parler de la Michelin. c'est pas pour la vanne. Non, c'est pas pour la vanne en plus que je dis ça. C'est que le mercato fait bander les gens. Le mercato fait bander les fans de foot. C'est-à-dire que les pages mercato, les infos mercato, les articles, il y a même des journalistes qui sont spécialistes du mercato aujourd'hui et qui font des milliers de retweets sur Twitter parce que justement les gens aiment aussi cette Ouais, mais phase il y a aussi du beaucoup de business. fakes et il y a aussi beaucoup de gens qui détestent le mercato pour tous ces fakes-là. Et pour te répondre à ça, je vais te dire une fausse vérité qu'on se fait. Mhm. Les articles sur le mercato fonctionnent mieux pendant les périodes où il n'y a pas le mercato. Ah, mais- C'est-à-dire Ah ouais. qu'on se dit, du coup, l'info est quelque part véridique, tu vois, comme tu dis, quand tu pars en période Quand de elle est- transfert, ouais, t'as tout et effectivement. n'importe quoi, les C'est agents vrai. t'appellent à droite à gauche. Et voilà, et là où on peut clarifier les choses, parce qu'on se dit les trucs dans la classe foot, c'est vrai que les gens parfois en ont marre du mercato. Et nous, ça nous arrive en effet qu'il y ait des agents qui nous disent est-ce que tu peux tweeter ci pour un Bien sûr. joueur C'est parce vrai. que ça Bien l'aidera quand même à rebondir ailleurs. Si tu l'annonces à un endroit, et bien comme ça on va pouvoir le vendre plus cher à un autre endroit. Donc en effet, ce théâtre du mercato, il est fatigant. Mais j'ai une question avant de boucler la boucle de ce débat. Pour vous, pourquoi au 1er janvier, on a très peu de transferts, alors que les écuries ont eu 3-4 mois pour se dire il nous manque ci, il nous manque ça. Pourquoi ça, ils n'anticipent rien et on a l'impression que tout se fait au dernier moment? C'est vraiment que à cause des intermédiaires et de l'argent? Ou c'est quoi l'idée? Pourquoi ils n'anticipent pas? Parce que souvent, quand tu vas chercher un mec au mercato hivernal, c'est que tu vas faire une bonne pioche. Donc, qui dit bonne pioche pour le club qui va acheter, dit mauvais coup pour le club qui va le perdre. En l'occurrence, je vais donner un exemple très précis que je connais bien. Thiago Mendes au LOSC, il a un bon de sortie depuis le début de la saison. On a dit s'il y a des offres qui arrivent pendant le mercato hivernal, tu peux partir. Les offres sont là depuis le 1er janvier, on le sait. Qu'est-ce qui se passe dans la direction sportive du LOSC? On sait qu'on peut vendre Thiago Mendes, que ça soit au 1er janvier ou au 30 janvier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le garder un maximum. On va faire 3-4 matchs avec lui en janvier et on le laissera partir au dernier moment parce que sa cote ne va pas baisser. Sauf si, bien sûr, tu prends le risque qu'il se blesse. Mais là, on parle d'un cas qui est vraiment exceptionnel. Donc les clubs vont faire durer un peu le deal et on sait jamais. Le mec met 3-4 buts en plus, ça fait grimper encore sa cote. Alors faut-il supprimer le mercato hivernal? On y répond tout de suite à cette question finale. Mais ayez en tête quand même que si on le supprime d'ici 2022, après la Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu de fin novembre à fin décembre, donc enfer. cette période, est-ce que, à votre avis, il n'y aurait pas plutôt des super coups à faire ou des super ventes à faire à ce moment-là après une Coupe du Monde qui aura lieu en milieu de saison? On va pas se mentir, si le mercato d'hiver existe, c'est aussi parce qu'il y a des flux financiers qui sont importants, qu'il y a toute une économie bien sûr du football Bien et sûr. notamment avec des agents, des conseillers des clubs qui se servent allègrement. Et je pense que si l'organisation d'une Coupe du Monde, l'hiver ne pose pas de problème aux grandes instances du football mondial, c'est aussi pour cette raison-là, c'est que c'est une occasion aussi Bien de sûr. doper le business, notamment entre les clubs et notamment. Ça va la être part un des joueurs. mercato d'oseille à foison, ce mercato-là. Et déjà, rien que la Coupe du Monde en hiver, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus parce que franchement, ça me Mais clairement. Non mais tu sais que je sais même point. pas encore comment c'est possible d'organiser moi cette non Coupe plus. du Monde en hiver. Moi non Après plus, c'est un je autre comprends sujet. pas. Alors faut-il supprimer le mercato hivernal? Vous nous avez pas mal répondu, énormément même dans les commentaires. Vous, tour de table, le dernier mot, c'est quoi? C'est oui, c'est non? Vous êtes Pour moi, penché c'est toujours oui ou alors vraiment le raccourcir à 15 jours. Pour moi, c'est un oui. Si c'est un non, il est avec beaucoup de consignes. Donc faut le supprimer aussi. Supprimer le Supprimer. mercato. Non, moi je le garde, mais pour vous rejoindre, faire un petit pas vers vous quand même, les Vas-y, amis. viens. Viens, on t'accueille, viens. T'es et tout. Non, mais pour faire un petit pas vers vous quand même, c'est peut-être de restreindre le mercato sur des phases où tu ne joues pas. Peut-être que là, ça obligerait Ouais. les clubs à mieux réfléchir, à mieux agir. Moi, je suis plutôt pour le maintien parce que j'adore voir ces nouvelles équipes qui se recréent. Et voilà, le Saint-Etienne d'il y a un an m'a beaucoup plu, ce renouveau. Grâce au mercato d'hiver, il y a des coups à faire, faut être malin. Tout de suite, quelque chose de très malin et qu'on adore, Trop hâte. c'est le zapping des réseaux sociaux, signé Oh My Goal, comme d'hab. Et puis, dans un instant, Manu, tu descends. Tu descends.
Dans un instant, Manu, tu descends. En effet, Manu s'en prend à quelque chose de très important pour nous, pour notre cœur, Manu. Mais que se passe-t-il dans ta tête quand tu t'en prends à la Ligue 1 ? Parce que cette semaine, il y a quelque chose qui t'a passablement agacé, énervé, une mode éphémère que tu ne veux pas suivre, le mouvement des 10 Years Challenge. Bon, peut-être aussi parce que j'assume pas vraiment mon physique d'il y a 10 ans comparé à celui d'aujourd'hui. Mais vous me connaissez depuis quelque temps en bon voyeur, scroller sur les réseaux sociaux, en bon violeur d'intimité. Cette mode m'a quand même fasciné, voire interloqué. Malheureusement, comme le bon vin, certains vieillissent bien et surtout se sentent obligés de nous l'imposer. Regardez ça avec notre ami Richard Gere, bien sûr, qui est allé aussi, bien sûr, de son petit tweet. Il y a aussi ceux qui ne changent pas. Vous allez voir, c'est absolument extraordinaire. Et ceux pour qui c'est allé très vite, bien sûr, en 10 ans, et d'autres pour qui la dernière décennie a été bien plus longue. On embrassera les supporters, bien sûr, strasbourgeois. Heureusement, plus que cette mode à caractère pédophile, oui, il faut le dire, avec cette illustration, la crise à l'OM et le départ du duo Rivière-Fournier à Nice sont venus s'ajouter au marasme sportif qui plombe les locomotives de la Ligue 1 cette saison. On n'est pas les premiers à en parler, mais on ne pouvait pas s'empêcher nous-mêmes de faire le 10 Years Challenge des proprios du foot français, histoire de voir que le monde a changé. Prenons l'exemple de Sochaux, changement d'ambiance radical entre 2009 et 2019. C'est pas la même histoire là entre les deux. ouais, Là. non. Vraiment, c'est deux salles, deux ambiances. Vraiment. Bon Manu, tu ne serais quand même pas en train de nous ressortir l'acte 29 de ton marronnier qui consiste à dire méfiez-vous des investisseurs étrangers. Eh oui, je suis désolé, on va partir là-dessus. Ce sujet est presque même un dossier, un fil rouge que l'on suit depuis le lancement de cette émission. À l'époque, McCourt rachetait tout juste l'Olympique de Marseille. À l'époque, on se demandait déjà jusqu'où irait cette logique de trading players à Monaco. Aujourd'hui, un tiers des clubs de Ligue 1 et non des moindres ont ouvert leur capital à des investisseurs étrangers, sifflant la fin du foot à papa où l'on aimait répéter qu'on ne gagnait pas d'argent, notamment avec un club. Les mécènes de l'époque ont cédé leur fauteuil à des fonds d'investissement, dragués par la Ligue et les instances, émoustillés par la hausse des droits télé, aveuglés par la dite formation à la française. Ces financiers du foot se sont épris de la Ligue 1 car les clubs y sont peu chers. En achetant un Milan AC, vous pouvez vous acheter 10 Bordeaux et 16 OM, comme aime à le dire, Didier Poulmer, l'homme qui a présenté Franck McCourt à Margarita Louis-Dreyfus. La Ligue 1 est devenue la Silicon Valley du football. Reste encore à clarifier d'autres pans du business, comme l'exploitation du stade, des rois de la culbute, plutôt étrangers au ballon rond, qui réveillent la crainte de voir nos monuments transformés en vaches à lait. Mais Manu, enfin, tu le sais très bien, Luc Dayan, l'ancien président du LOSC, Max le connaît parfaitement. Personnellement. Arrête, c'est une série B. Ah ouais, on est en telenovelas là. Exactement. Mais Manu C'est le principe des relances de cette chronique. S'il te plaît, respecte-les. Il l'a toujours dit, Luc Dayan, les fortunes françaises ne voulaient pas mettre d'argent dans le foot français. Alors pourquoi se priver des étrangers ? Mais t'as raison, et on l'a souvent dit, on l'a longtemps dit, et d'ailleurs les supporters parisiens peuvent s'en réjouir. On peut aussi louer un autre modèle qui est celui de Jean-Michel Aulas, qui a ouvert son capital, pas complètement, mais qui lui a permis aussi de passer un cap. On peut aussi se dire que Franck McCourt n'investira jamais autant qu'un Robert Louis-Dreyfus en son temps, que ce ne sont plus les hommes mais des nébuleuses qui tiennent ces clubs. À Lille comme à Bordeaux, les nouveaux proprios se sont endettés pour acheter le club à des taux parfois très élevés. Derrière, en bon fond d'investissement, ils promettent un rendement à 10% et s'imaginent faire des plus-values à la sauce monégasque sans mesurer la mise de départ colossale engagée par Riboboliev au lancement du projet dans un environnement en plus à la fiscalité arrangeante. Il faudra aussi bien plus que les 80 millions d'euros promis par Dagrossa du côté de Bordeaux sur 2 ans pour venir terrasser le Paris Saint-Germain. Et puisque ces gens-là sont complètement étrangers au foot français, il va falloir forcément qu'ils commencent à s'entourer, quitte à prendre le temps pour perdre un petit peu moins d'argent, là où le tandem Rivière-Fournier est si épatant. Le zèle de la DNCG avec Lille ces dernières semaines montre qu'il existe encore quelques garde-fous garants de la santé de ces institutions. Les résultats sportifs du LOSC prennent l'odeur de futurs transferts juteux sur des joueurs auxquels les supporters n'auront peut-être pas eu le temps de s'attacher. Monaco devrait pouvoir sauver les meubles, mais on est en droit de se demander si ce Monopoly ne va pas avoir raison de notre passion, car le problème de l'économie du foot, c'est aussi que tout le monde ne peut pas gagner.
Bravo Manu, bravo Nassima, bravo Max et bravo toute l'équipe Bravo, de la bravo. First Team. Tout de suite, on va arrêter les politesses parce que c'est le moment de l'interro surprise. La Coupe du Monde a gagné, le Ballon d'Or a gagné. Et bien sûr, ce quiz de fin d'émission avec vous, on joue. Si comme d'habitude, j'ai envie de dire non, pas comme d'habitude. D'habitude, il y a deux équipes de deux qui s'affrontent. Là, c'est Nassima et Manu Ah oui, contre je Max. suis champion. Ah, Nassima oui, d'accord. et Manu Parce que moi, contre je Max. pensais qu'en étant champion en titre de l'année 2018, excusez-moi du peu, je pensais que tu allais me mettre contre le reste du monde. Il vient de Mais nous je faire prends un Nassima. rappel de Ouais, l'émission c'est spéciale important. quiz de fin d'année de la First Team. Est-ce Je prends Nassima. vraiment une plus-value? Mais Ah, ça, si, je si, suis c'est une grande tellement plus-value nulle de que mon mercato. vraiment, pour le Nassima, coup, déplace-toi Tout le sur ma monde droite, Bien s'il te sûr, plaît. bien sûr. Viens à, Ai-je une à chaise côté là-bas de lui. On va en On trouver va une. t'en trouver une, attends. Sinon, je viens Parce avec ma que chaise, c'est ne très bouge pas, Manu. important. Manu, Manu, si, Manu. si, t'inquiète, Parce que attends. Max, on peut le dire, Ok. a des dons, alors peut-être de voyance Pardon, à l'époque où il pardon, trichait, excusez-moi. mais il a À surtout l'époque des où il dons et une trichait. capacité. Merci, À Manu. l'époque, oui, c'est arrivé à d'autres gens très bien sur ce plateau. Et, donc, sachez-le, Max Ah, est favori. c'est chelou, On le dit tout T'as net, vu Max est favori, Nassima a changé de bord. Et désormais, On voit la vie Nassima sous un et Manu, autre angle ici. Voilà, c'est un Ah autre ouais, angle. l'aile droite du terrain, je suis pas fan. Hein. Je préférais plutôt l'aile gauche. Tout de suite, on démarre comme d'habitude des photos floutées. À vous de trouver qui est qui derrière ces floutages made in Polarair. Le PSG était au Qatar cette semaine. Yes. Alors, qui a bien pu participer à cette course dromadaire et finir Neymar et deuxième, Tuchel. finir Mbappé. deuxième Ah et non, troisième Mbappé. Ah, mais Non. les deuxième et Il y a- troisième, putain. Ouais, pas c'est Mbappé, Mbappé. Neymar Il y a Neymar. Non, Non, Neymar est premier. Non, Neymar et Alves. Tuchel ont gagné. Alves et Choupo-Moting. Alves, Oh. 1 point pour Max en C'est effet. pas Choupo-Moting là avec les tatouages. C'est Ouais. Di Maria Non, non. Attends. avec Cavani des tatouages. Kerrer Alors, Mec avec des 1-0 tatouages. pour Max. Un mec avec des tatouages. Avec des grands bras. Regardez la photo. Attends. Attends, Qui a des tatouages putain, qui a des tatouages Ah, Champion du Areola monde. Areola Areola, 2-0 Ah, pour Max. bien vu. En tout cas, bonne dégaine de Schleu en vacances, notre ami Tourelle, là, avec son chèque. Il est trop chèque. chou. On croise les mêmes en Corse l'été. On dirait les mecs en camping. Il y a les Conseille chaussettes dans le. Vivement de regarder la course de Mais je l'ai dromadaire. regardé, Ah ouais, elle c'est est vrai, trop je peux- drôle. Elle est assez mythique, C'est ouais, un en niveau effet. incroyable. Justement, course de dromadaire, il y a eu 2 fois 25 000 $ récupérés j'ai pour la peur de me Fondation louper, PSG. Qui sont les autres à se cacher derrière la photo aux 25 000 $? Tout de suite, autre photo floutée. Du coup, Neymar ouais, voilà. Neymar, Ouais. 3-0. Et Et Tuchel Ah, mais non, troisième, Moussa le Diaby troisième. non. Qui termine troisième? Areola Non. Mais attends, mais il a les mêmes tatouages que l'autre tout à l'heure. Ah bah, Alves grave. Bah, Ah non, on l'a vu. non, vous y Tout à l'heure. connaissez mal en tatouage, ce ne sont pas les mêmes. Ah, joueur tatoué au Paris Saint-Germain qui fait que ça de sa vie. Ah, Thomas Dufont Kurzawa Ah, bien joué. Guy Kurzawa. 3 buts à 1. Bravo. 3 buts à 1, on poursuit avec un joueur qui a été, parmi tant d'autres, molesté par Thomas Gravesen à l'époque au Real Madrid, qui est-ce? Et on voit une boule. Beckham Ah, bah, Non, non, non. Attends, Alors voilà. Qui pourrait? Vous voyez que Gravesen, ça vous donne un indice, Ouais, ouais, peine ouais, à ouais. soulever. Ah, donc c'est un gros. Ronaldo Ok, Moi, c'est merci. Ronaldo. Ronaldo, ouais, bravo. Oh là là. 4 buts à 1 Merci pour de dire Max les choses, Morbet, qui se détache. On Appelons un poursuit. chat un chat. Hein. Il était gros. Hein. On poursuit avec une photo floutée, il va vous falloir trouver combien y a-t-il de fautes d'orthographe sur le Waouh. tag Ah, des putain, il y en a Marseillais. plein. Ah, je sais pas. Il Il faut dirait- balancer au hasard. 8 Ouais, 9. Faudra pas venir nous sucer quand on sera premier. Non, mais il y avait une faute à chaque mot, je l'ai vu ce truc. Il y avait une Combien faute à chaque de mot. fautes d'orthographe? Quel est votre dernier mot? J'irais 9. Moi, Neuf. j'irais 5. Moi, je dirais 7. 7, vous êtes les plus loin, c'est 4. Oh Bonne non. réponse, Max Allez. Morbet, qui prend un 5e point. Faudra pas. Eh oui, c'est un enfant de 3 ans et demi qui a écrit, c'est déjà bien pour son âge, il est en avance. Les mecs ont écrit 36, il y a plus de fautes que de mots. Autre photo floutée, un genou des années 2000, il a marqué l'histoire du foot, Oh, petit chat. Attends. Ah. Attends. Déco il est champion du monde. Attends. Merde. Attends, c'est quoi Cette coupe de vœux, c'est là, quoi, c'est- elle me C'est un perturbe mec de ouf. d'Arsenal, non C'est un joueur Valdez. de Ligue 1, un joueur de Ligue 1. Ah. Il vient d'arriver en Ligue 1. Fabregas. Fabregas Oh dans là la là, réponse. putain. Regardez, Oh là 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 là. Mais Oh j'ai là l'impression là. d'être tectonique à l'ancienne. 6 buts à 1, Maxime Orbet, impressionnant. Il représente le Nord. 2 contre 1, terrible. Ouais, Il va encore gagner parce qu'il y aura une question à 10 points. Sur Chasselet. Je t'avais dit que j'étais pas vraiment une plus-value. Un Italien Manu, qui est hein. parti jouer en Écosse pour molester les Écossais. Fabregas. Ce joueur, Un Italien, t'as dit, hein un Italien, a joué Ah, avec Paul Zola Gascoigne. Non. Di Canio Non, Non. un Italien, des grosses cuisses, gueulard. Aujourd'hui coach Gattuso en Italie, Gattuso. Oh là là, Gattuso, il 7 buts à 1. complet qui était parti là-bas, lui. On poursuit, c'est qui est-ce?
Ouais, Gattuso. Avec Seedorf. le Milan-Juventus de cette semaine en finale de Coupe d'Italie, c'est joué en Arabie Saoudite. Il y a un immense sportif, et non pas joueur de foot, qui est venu Bolt. rendre visite aux deux équipes. Tu as Bolt. dit qui? Bolt, Non, il est c'est plus lui. grand, Bolt. non, Ah, Bolt quand même. Mo t'as raison. Farah Ouais. Okpara. Mo Farah Ah bah, Non. Ah non. Mayweather, non Mayweather. Ah ouais, Bonne Il est Ah petit, réponse. il est petit, je sais pas. Bien joué. 7-2, 7-2, 7-2. J'ai failli te Bien, donner ouais. deux points. Ouais, j'ai failli te les demander. Ils viennent de gagner la Coupe d'Italie. Quel est ce joueur qui met son maillot à Bonucci l'envers? Qui? Bonucci Non. Maillot à l'envers à côté de Bonucci, justement. Mandzukic. Non, Costa. c'est l'autre là. Costa, putain, Douglas Costa, Ah. 8-2. 8-2. Et le dernier qui est de cette semaine, c'est un joueur qui brouille les pistes, car il n'est pas du tout au FC Barcelone. Mais ça peut vous donner un indice par rapport à Raphaël qui tire la Ouais, tronche. Scholes. Ouais, c'est Paul Paul Scholes, bonne réponse. J'ai vu les poils en Il faut sur se le bras. réveiller, là. On arrive au qui suis-je, Putain. et il y a 9-2. Oh la tôle. Oh. C'est un match de Ah, Coupe mais de France, là. Retirer le scoring, là, ça commence à... 9-2. D'ailleurs, c'est 9-2. Hein. Représente Boulby. Merci, Rizzo. Ouais, Boulogne Bianco. J'en peux plus. Quel enfer. Nous arrivons au qui suis-je, comme d'habitude, 4 points par bonne réponse. Ah non, mais là, par contre, je suis hyper nulle. Genre, c'est un enfer 4 ce points truc. par bonne Qui réponse. suis-je? L'archibon. Oh là Je là. suis international. Non, mais ça, c'est. Dans un pays, dans une région un peu particulière, mais internationale quand même, finalement. 14 sélections depuis 2007. Ça veut dire qu'il y a peu de matchs avec mon pays. Enfin, ma Ali région. Amada J'ai 37 ans, je suis toujours en activité, né à Colombes, en banlieue parisienne. J'ai été formé au Red Star. J'ai connu 7 clubs différents en France. Et désormais, je suis capitaine. Je suis un taulier, je suis un défenseur. On me remarque pour mon look, on me remarque pour mon style, on me Asué remarque Koto. pour ma Ouais, défense. Ronald, J'ai été demi-finaliste de la Coupe de la Ligue en 2000. J'ai été vice-champion Sylvain de Distin. France de Ligue 2. Oh non, putain. J'ai eu plus de 300 matchs en Ligue 2, mais environ 150 en Ligue 1 au compteur. 8 saisons marquantes avec Reims. Désormais à la Auxerre, je m'appelle... Je mange les pas. J'ai les dreadlocks préférés Contou d'Erwan Abotret. Roy Contou Je joue défenseur, latéral ou central. Je porte des cornrows. Ah. Ah, Je joue à la Auxerre. Je viens de re-signer pour Ah un si, an. Tac Alfred. T'as quel Bien Fred, joué. bonne réponse. Tac Alfred. Putain, ouais. 9-6. Ah, il est horrible. C'est qui tout double? Cette Pour coupe ce de dernier, bouche. qui suis-je? Vont-ils passer à Vas-y, je me concentre. ou Max va-t-il faire le trou? Définitivement. En 2006, qui suis-je? En 2006-2007, je faisais partie des meilleurs buteurs de Ligue 1. J'étais une révélation, un attaquant vif, un dribbleur. Ma cote monte en flèche, c'était le bon temps. Car depuis, on peut le dire, hein, j'ai vraiment peiné à confirmer. J'ai collectionné plusieurs destinations exotiques. Évite de regarder, Nassim. Je regarde pas, je Erding. te regarde toi. Pardon? Erding Non. Manu, j'ai démarré ma carrière au gaz, chez toi, au Gazélec, en Corse. Putain. Ligue 1, Ligue 2, Ligue des Champions. Le 19 octobre 2018, pourtant, ma vie prend un tournant. J'ai été condamné en France à 6 mois de prison avec sursis pour escroquerie envers Pôle emploi. Vous voyez ce qui vous attend. Attention. Heureusement, maintenant, je joue en Arabie Saoudite, donc ils peuvent toujours venir me chercher. C'est ce mec. Wow. Jamais on ne me chopera. Qui c'est ce mec? Je suis passé, on peut afficher ces clubs fait respectifs. Je suis notamment passé entre les mains de Rudy Garcia au Mans. Je suis Wow. passé Attends. du côté de... Non, vous avez inversé en fait les deux. Ouais, ça, c'est c'était l'autre. Calfred, ça. C'est l'autre. C'est l'autre. Sélection Ça, c'était guadeloupéenne. Takelfred, la Guadeloupe. Il n'est pas guadeloupéen, le joueur que j'ai indiqué, que je suis en train de vous faire trouver. Benalla, j'en peux plus. Les commentaires, ils me L'autre, donc il est passé par Le Mans, il est passé par le Dynamo de Kiev, Ah, il est passé par le Stade Rennais, il s'est planté Ah, c'est avec bon. Nantes. il est passé par Bon, Nantes. C'est Ismaël Bangoura, la victoire, la victoire de de notre gardien Al de Raed. but, le gardien du temple d'O'My Goal Je sais qui pas qu'il est l'emporte cette commencé au gaz. semaine. Et j'en profite pour remercier toute la First Team, Antoine et Rizzo en régie. Bravo, les gars. S'il vous plaît, Bravo. bravo les gars, Gros vous taf. avez assuré pour cette émission. Merci à tous ceux qui ont travaillé depuis Londres aussi, parce que c'est toute une rédaction qui vit la First Team. Vous qui nous regardez en direct, sachez-le, on est en replay sur la chaîne YouTube Multisport de la First Team. Il y a 2 chaînes YouTube de la First Team et vous le savez bien. Merci à vous de nous avoir suivis, merci pour tous vos commentaires, merci d'avoir participé. Il y en a qui ont triché et regardé dans le chat pendant le quiz. On va regarder ça à la vidéo, à la VAR de la First Regardez à Team. la VAR. Avec grand plaisir, mais Max, il a quand même gagné haut la main, on le dit. Bien De sûr. retour la semaine prochaine Haut d'Erwan la main. et Thomas. Max, Nassima, Manu, bravo à tout le monde. Et à la semaine prochaine, bon week-end sportif. Salut.